Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Avant toute chose, je vous mets les petites dates des dédicaces. Voilà, parce que le mois de mai est un peu chargé. Le mois de juin aussi. Le mois de juillet un peu plus relax. Je travaille, on va dire, 2 week-ends sur 4. Et puis le mois d'août, je serai libre comme l'air jusqu'au mois de septembre où on se retrouvera un peu en salon. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 lectures d'imaginaire. Oui, fantastiques, dont une excellente lecture. On va commencer dans le dur, comme on dit, avec donc le 3e tome des Dieux sauvages de Lionel Davoust, La fureur dans la terre, donc chez Folio SF. C'est une sacrée bricasse, hein, il fait 1000 pages, c'est l'équivalent, on va dire, de 2 tomes à peu près en taille. Les autres étaient beaucoup plus légers. Les Dieux sauvages, c'est un récit, si on peut faire un petit peu vite dans la description, c'est Jeanne d'Arc dans un univers de medieval fantasy. On suit donc une jeune femme qui s'appelle Mériane au début du tome 1, qui vit au fin fond de la forêt. Elle a tout un passé où elle a une de ses proches qui a été brûlée comme une sorcière, donc elle s'est un peu exclue de la foule, hein, parce qu'elle avait pas envie de griller comme l'autre. Et un jour, il y a un prêtre qui va taper à sa porte, une sorte de croisé qui va lui dire: bon, ma cocotte, tu viens, on doit chasser certaines créatures qui ont enlevé un des héritiers en place. Je sais que t'es une sorcière et que tu sais te débrouiller dans les bois, tu vas m'aider, machin. Elle y est obligée, hein, parce que le mec lui laisse pas trop le choix. Là-bas, en essayant de sauver le jeune homme, elle va faire la rencontre du dieu Wer, W-E-R, je sais pas comment il le prononce dans le texte, qui va prendre possession d'elle et en faire son héros. Pas de zéro un héros d'Hercule, mais le héros, le porteur d'armes, quoi. Et ça va être plus dur qu'il le pensait, parce que c'est une femme, et on est dans un monde extrêmement sexiste où la religion domine le pays et le monde entier. On est sur plusieurs points de vue, donc on a le point de vue de Mériane, on a différents points de vue, donc il y a d'autres personnages notamment féminins qui arrivent dans le texte, avec aussi des liens avec les dieux. On va aussi avoir des points de vue du jeune roi ou jeune futur roi. Mériane va essayer de restituer le trône, et on va suivre aussi les petits prêtres qui ont du mal à accepter qu'une femme soit le porteur d'un dieu, voilà. Et c'est un texte, alors ce que je dois dire, c'est que j'adore la plume de Lionel Davoust, c'est très bien écrit. Étant normande, ayant vécu dans la ville où on a cramé Jeanne d'Arc, j'apprécie d'avoir des petites références à Jeanne et tout. Voilà, c'est juste que on a fait tout un pataquès de cette série, on a dit extrêmement du bien, notamment par la plume et tout, et c'est vrai. Je suis un peu moins convaincue par l'histoire, que je trouve assez redondante et dont la construction m'a un petit peu surprise par ses facilités. Dans le tome 1, notamment, si je dis peu de bêtises, Mériane va annoncer de manière prophétique un peu ce qui va advenir dans les textes. Et je pensais qu'on allait parler d'autre chose que du rapport de la religion et des personnages et tout ça. On reste en globalité là-dessus. Je vous dis ça, mais sincèrement, celui-ci est celui que j'ai sans doute préféré, notamment parce qu'on quitte un peu Mériane pour d'autres personnages qui vont avoir des quêtes. On va développer l'univers, les créatures, et il y a beaucoup plus de combats. C'est beaucoup plus épique, les combats sont durs, on les vit. Il y a des enjeux, c'est-à-dire que il y a un moment dans le texte que j'ai pas trop aimé parce qu'il y a une résurrection, et j'ai du mal avec les résurrections parce que je trouve que c'est une grosse facilité scénaristique. Mais Mériane porte une sorte d'armure qui la dévore de l'intérieur, donc c'est voilà, il y a des enjeux, une esthétique qui est sympa, les créatures qui sont des espèces d'insectes dégueulasses, monstres qui essayent de tuer les humains, c'est chouette. Le personnage du prince qui commence à avoir de l'importance, à être autre chose qu'un enfant plaintif, qui va devoir se trouver une femme, et quand il la rencontre, elle est plus compliquée qu'il ne le pensait. Il y a des enjeux de cour, des enjeux des complots et tout. J'ai trouvé ça beaucoup plus abouti, c'est surtout que on est toujours sur la question de religion, oulala les femmes, attention, machin, mais ça développe aussi d'autres enjeux avec d'autres personnages. C'est aussi, je trouve, celui qui nous laisse les clés les plus surprenantes de l'histoire. Alors autant avant j'avais pas été très surprise, autant les révélations sur le dieu sont hyper bien faite, j'ai adoré ça. Et la plume de Davoust, ça reste quand même... En fait, ce que j'aime avec la plume de Davoust, c'est que c'est pas compliqué à lire au niveau de la structure, la construction des phrases, mais le vocabulaire est riche, les scènes d'action sont bien rythmées,
et en même temps c'est pas trop simpliste à lire. Donc je te lis une phrase qui me tombe sous le nez. À la lisière est de la futaie, là où les arbres reprenaient leur couvert vers une région de tourbière, un petit attroupement de livrées blanches s'était formé, comme Dieu l'avait annoncé. Tu vois, c'est bien construit, c'est pas lourd, moi je trouve que c'est vraiment la force du récit, et je trouve que là, les enjeux sont un peu plus palpitants. Le seul problème, c'est que je me suis encore précipitée pour enchaîner les tomes, parce que c'est une série où il faut que j'enchaîne les tomes parce que c'est assez complexe et que j'oublie entre temps. Il y aura 5 tomes de prévus, mais en fait j'avais cru lire qu'il devait sortir cette année le 5e, mais a priori c'est plus pour 2024, et ça sera en grand format, donc tant que j'ai ce format-ci, ça va être chiant. Je vais encore perdre la moitié du récit. Bon, je vais continuer à lire le tome 4 qui est coupé en 2 parce que 2 fois plus d'argent, on sait très bien. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que je trouve qu'on nuance un peu plus le propos et les enjeux, ça me fait penser que le bien va pas forcément toujours gagner. C'est ce qui est intéressant parce que ça faisait très religion portée, tout paraissait un peu simpliste. Là, ça se complexifie. Là, on a des morts, on a de la tragédie, on a Merian aussi qui perd pied à plusieurs moments dans le récit, et ça, c'est assez chouette. Moi, j'aime bien le personnage féminin, l'espèce de noble jeune femme qui va se retrouver la future épouse du prince, et j'aime bien aussi les deux nanas, les deux nanas qui accompagnent Merian, dont une a un passé un peu complexe, on apprend son passé. Vraiment, c'est assez chouette. Dans la 4e, ils disent la nature réelle du conflit qui oppose les dieux se dessine. En fait, c'est ça, on n'avait pas trop les clés de savoir où ça menait. Et là, on se dit ok, et est-ce que Merian c'est si positif que ça, est-ce que c'est le bon personnage qu'on suit? Bref, c'est ce que j'ai aimé. Ça fait vraiment réaliste au niveau de la guerre, c'est-à-dire que les gens sont décimés, Merian doit prendre des décisions hyper difficiles sur le sacrifice de ses hommes, et en même temps ça questionne la foi et jusqu'on est prêt à aller par croyance et par dire d'une personne qui dit qu'elle est la messagère du dieu, quoi. Et ça c'est assez chouette. On a aussi des méchants qui se mettent en place. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus réussi, je trouve, dans le texte, mais voilà, c'est toutes ces choses qui font que ça se lit très très bien. Très hâte de lire la suite. On va voir la suite, plus ça va être épique, plus on va avoir des révélations, et que le début était très introductif et on posait un peu les bases, mais faut savoir que ça tourne essentiellement autour de la religion et de la place des femmes dans ça. Voilà, et puis il faut aimer Jeanne d'Arc, quoi. Vraiment, quand tu as grandi dans la belle région rouennaise, c'est sûr que c'est des thèmes où tu te dis c'est bien inspiré, quoi. Ensuite, on passe à un autre type d'imaginaire. Je vais vous présenter ma très très bonne lecture à la fin, un petit peu de suspense quand même. Je vous présente le Clan des Autori, le tome 2, Les Neiges de l'exil de Liane Hearn, que j'ai beaucoup aimé. Donc Les Clans des Autori, c'est une série qu'on lit habituellement plutôt à l'adolescence. Pour le coup, ça sent que c'est adressé à un public, c'est pas très compliqué à lire, c'est de la fantaisie japonisante. On suit donc l'histoire dans ce monde-ci d'un jeune homme qui a un passé un peu trouble parce que il vit dans une communauté qui s'appelle les Invisibles, je crois, qui est totalement une communauté de bannis, de proscrits, qu'on essaye d'assassiner. Donc voilà, c'est ce qui va arriver. Il va perdre ses parents, et en même temps, il a des origines un peu particulières, voilà, liées à la magie et certains dons. Il va être accueilli par un homme qui est un peu le chef du clan des Autori et qui va en faire son héritier, parce que lui, il a bien vu que le gamin, il était particulier. Suite directe du tome 1, c'est un peu compliqué de vous en parler parce que je vais pas vous gâcher votre plaisir de lecture, mais il y a des choses affreuses qui se passent dans le tome 1. Le Clan des Autori, ça a beau s'adresser, on va dire, à un public, au grand public ou au public de young adultes. Il en reste qu'il y a beaucoup de morts, il y a des peines, du chagrin, bref, c'était assez tragique le tome 1, et Takeo va devoir se confronter au fait de devoir gérer tout ce qui s'est passé, et il va être déchiré entre son amour et ses obligations. Voilà, c'est un peu le thème de celui-ci. On va suivre 2 points de vue, donc son point de vue à lui, dans ses aventures un peu compliquées, parce que le pauvre est dans une situation un peu difficile, et comment elle s'appelle, c'est Kaede, qui est la jeune femme dans le tome 1, vous savez, qui
qui est tellement belle que tout le monde veut l'épouser, mais tous les mecs qu'elle épouse meurent. C'est un peu compliqué, donc elle a une sacrée réputation. Elle se retrouve avec un problème à régler et ça va être plus compliqué, elle va prendre beaucoup plus de puissance dans celui-ci. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est clairement un texte de transition entre les événements du tome 1 qui bouleversent tout et je pense un tome 3 qui va relancer l'univers. On est sur un parcours de soi des personnages qui sont éloignés tous les deux, qui vont devoir faire des choix difficiles et on est dans un monde où il y a quand même de la magie, hein. Je vous dis c'est un univers japonais, il y a des samouraïs et tout, mais voilà, il y a des... Takeo, il a certains dons et là en fait tous les fils narratifs, alors il y a des choses qui sont très prévisibles sur voilà, des enfants qui réapparaîtront par ces raisons, le mythe un peu oedipien qui pourrait revenir, pas dans l'amour de ta mère, mais dans le fait de tuer ton père, qui pourrait être très visible dans le récit, hein. Il y a des grosses ficelles, mais ça donne très envie de lire la suite. Je crois qu'il y a encore 2 tomes de cette saga-là, en plus, ensuite... Il y a une série qui est un peu moins aimée, mais qui avec, je pense, 30 ans, 40 ans après, avec les enfants des personnages, mais c'est de la fantasy épique, c'est-à-dire qu'il y a des complots, il y a de la bataille, il y a des trahisons, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, il y a de la politique, il y a la condition de la femme, t'as tout cet univers, en fait, c'est japonisant dans le sens que ça parle du Japon, on est dans un contexte architectural, on va dire guerrier, tout ça, mais en même temps c'est pas du tout difficile à comprendre pour un public qui n'a pas l'habitude de lire des récits historiques japonais. Donc c'est un bon équilibre là-dessus. Ça aborde des questions qui sont difficiles. On va parler notamment dans celui-ci, alors c'est pas vraiment du spoiler parce que vous ne savez pas de quel personnage je parle, mais on va parler de la perte d'enfants, voilà, et c'est assez rare qu'on en parle. C'est très triste, voilà, c'est un texte qui respire pas la joie de vivre, mais pour le coup j'étais dedans parce que j'avais peur que ça fasse tome 2 un peu... Et en fait, non, j'ai été dedans parce que c'est un enchaînement direct avec le tome 1. Ça s'enchaîne très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas vraiment d'ennui. Et les enjeux sont assez angoissants pour les 2 personnages qui sont tous les 2 dans la merde, on peut dire ce qui est. Et pour moi, ça a été plutôt une réussite. Après, le seul point, je pourrais dire un peu plus nuancé, c'est que quand j'ai entamé le clan des Otori, je pensais avoir vraiment de la fantaisie japonaise. Alors déjà, je pensais qu'il y aurait plus de fantaisie, c'est quand même très léger. Et surtout, je pensais qu'on aurait plus d'historique et tout. C'est vraiment un livre qui est très accessible. Vous allez pas avoir... on a le parquet Rossinol, on a des choses comme ça qui reviennent. Mais vous attendez pas à un truc de détail de fou sur les tenues, sur de la culture japonaise et tout. C'est pas du tout le but du texte. Mais l'histoire se lit très bien. Vous pouvez le faire lire dès l'adolescence. Ça se passe bien parce que même au niveau sensuel il y a des scènes mais elles sont ça s'arrête avant que ça devienne un peu trop, vous voyez. Donc non, c'est plutôt chouette. Et moi j'aime beaucoup le personnage Kaede, qui au début fait très princesse à sauver et en fait qui prend un peu ses responsabilités, ça c'est chouette. Et Takeo, il me fait de la peine, le pauvre garçon. Il me fait de la peine et c'est un récit où j'ai eu beaucoup de peine pour la mort de certains personnages. Et c'est un récit qui n'hésite pas à tuer les enfants, les trucs comme ça. Voilà, c'est historique, ça se veut réaliste sur la façon dont c'est fait et pour le coup vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. On part ensuite sur mon excellente lecture. Je me suis posé la question si c'était un coup de cœur ou pas. Je ne pense pas parce que quand j'ai un coup de cœur je le sais quand même, mais c'est une excellente lecture, c'est une des meilleures lectures que j'ai fait cette année. C'est La Cité diaphane de Anouk Faure. Donc déjà, très grande appréciatrice du travail éditorial autour de ce livre. Notamment, ce livre est illustré, parce qu'Anouk Faure, à la base, est illustratrice. Il faut juste que je vous trouve l'estampe. Voilà. Donc très beau, un peu à la mode Gustave Doré. On est dans un texte qui se passe à Roche-Étoile. Plus particulièrement, c'est un texte qui m'a plu, notamment parce que je suis pas une grosse consommatrice de jeux vidéo et je connais Dark Souls, j'ai déjà vu des lives, mais je suis pas une spécialiste. Et a priori, je vous le dis tout de suite parce que ça c'est ce que j'ai eu comme retour de certains lecteurs,
pour des amateurs de Dark Souls, ça fait un peu simpliste. Voilà, c'est quelque chose de pas très original. Voilà, il n'y a pas vraiment de mythologie créée. A priori, c'est très basé sur ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Donc voilà, faut aussi en remettre en présence. C'est comme une sorte de fanfiction très bien faite, mais sur l'univers. On va suivre un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur. C'est un archiviste, qui est l'archiviste du royaume voisin, qui va être envoyé par son roi pour un peu écrire l'histoire de la fin de Roche Étoile. Et Roche Étoile, c'était une cité resplendissante avant, un peu à la bordure de ce qu'on comprend avec le monde des créatures, voilà, des démons, et le monde des fantômes et tout ça. Et Roche Étoile, malheureusement, va subir un mal qui va détruire toute sa population, la royauté et tout ça, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc lui, le but, c'est de savoir ce qui s'est passé, et sur place, il va faire la rencontre d'une sorte de religieuse chevalière qui est là pour essayer de contacter la princesse pour que cette dernière l'aide à sauver Roche Étoile, parce que Roche Étoile est liée à sa déesse. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a un côté religieux dans le texte. Je vous en dis pas plus parce que ce livre a beaucoup de cliffhangers et c'est un de ses points positifs. Si je dois dire un point négatif, et ce que je pense qui m'a moins donner le coup de cœur, alors déjà c'est parce que on est dans un univers de fanfiction et que même si je connais pas, je serais toujours moins impressionnée par un univers qui se base sur quelque chose de déjà fait que quelqu'un qui crée son propre univers. C'est surtout que on a l'impression de lire quelque chose de petit par rapport au monde entier. On nous parle de démons, on nous parle de certaines choses qui ne sont pas du tout expliquées dans le texte, qu'on survole, et on est en mode ok, on a l'impression d'avoir un texte et qu'il y aura plein d'autres textes pour développer cet univers, mais je pense que c'est fait en raison du jeu vidéo. Voilà, voilà, il y a déjà un monde de construit et que nous on n'a qu'une parcelle, et c'est vrai que dans ce monde-ci en fait les démons, si on dit le prénom de quelqu'un, ils viennent et tout, mais ça c'est pas du tout, on n'est pas au courant, voilà, c'est assez léger, mais je veux dire que c'est un peu le seul truc que je pourrais dire. La construction du récit peut être assez particulière pour certains lecteurs. Ça se base sur beaucoup de cliffhangers. On va avoir notamment l'histoire d'une princesse et d'un prince, on va expliquer tout leur passé et tout ça. On va dire qu'il y a, je dirais, 3 parties. Il y a la scène de présentation, il y a le premier bouleversement, on va apprendre en fait l'identité d'un personnage, voilà, de ce qui s'est passé à Roche Étoile. Et dans la 3e partie, on a le passé. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là ? Et on va dire la 4e partie, qu'est-ce qu'on va faire pour conclure le récit. Ce qui fait que c'est quasiment 4 romans. C'est bizarre, mais c'est vraiment découpé et c'est pas du tout la même façon de narrer. Il y a même un moment où c'est partie 1 et partie 2 à moitié, tu le vois. C'est un texte qui se veut très gothique. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est sombre. Alors, on me l'avait vendu comme de la dark fantasy. J'irais plus que c'est gothique que de la dark fantasy parce que là, si on prend le résumé vraiment de ce qu'est la dark fantasy, c'est qu'on suit des gens qui ont une moralité très particulière ou les méchants. Là, c'est un peu plus à nuancer. C'est gothique dans le sens que y a un espèce de... Dans les descriptions, dans les personnages, il y a un truc un peu plaintif et triste et sombre. La cité, elle était magnifique avant, maintenant il n'y a plus que destruction, horreur, le passé des personnages est affreux. En fait, c'est affreux, voilà, tout est affreux. Et voilà, c'est une ambiance très particulière et glauque que j'ai aimée. C'est une ambiance qui serait très très belle à animer. Voilà, en animation, ça serait très très joli. Mais tu vois, les dessins d'Anouk Fort représentent bien, je trouve, l'ambiance du récit. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression d'être un peu dans un truc glauque comme ça. Les paysages sont très bien décrits, tout. La plume est... Alors moi, j'ai accroché à la plume. Je pense qu'on accroche ou pas parce que c'est une plume qui se veut un peu datée. L'ascension vers Roche Étoile me parut bien longue, rythmée par ce battement dont les montagnes me renvoyaient l'écho. Des images naissaient en moi, tirées de mon imagination fertile d'archiviste, pour qui les poncifs des récits de voyage n'avaient plus aucun secret. Alors moi j'aime bien, c'est bien écrit, c'est beau, c'est riche, mais il y a un côté un peu médiévaliste, même de chronique qu'on retrouve, c'est un archiviste donc c'est normal, mais qu'on retrouve, voilà, c'est des métaphores, c'est des choses, alors pour les gens qui sont pas très fans de ça, qui veulent aller à l'essentiel, c'est pas forcément à lire. On voit que c'est un récit qui essaye d'installer une ambiance aussi par son écriture.
J'ai beaucoup apprécié, moi alors c'est l'histoire, mais c'est compliqué de vous en parler sans spoiler, donc je vais tout faire, mais j'ai été conquise déjà par l'ambiance, voilà, les personnages, il y a beaucoup de mystère et tout, mais par l'évolution, c'est-à-dire que j'ai apprécié les 4 pans de l'histoire. Je pense que ça peut être différent en fonction des lecteurs, et moi j'ai apprécié les 4 pans, j'ai apprécié un peu les thématiques que ça relevait, c'est aussi l'univers que j'ai apprécié. Alors ça c'est plus compliqué parce que c'est un univers qui se base sur un univers déjà créé, mais on va retrouver des figures mythiques du forgeron, du lépreux, sauf de pas vraiment lépreux, mais du mendiant, la source. Quand t'as fait des études médiévales, c'est des choses que tu retrouves un peu. On va avoir la licorne, et en fait voilà, je vais juste parler de la licorne parce que c'est un bel exemple. Il y a des créatures fantastiques, et en fait on va avoir une licorne blanche et on va trouver un équivalent d'une licorne sombre qui aurait le sang vicié et tout ça. Bon bref, c'est assez chouette. Les personnages, on sait pas comment vraiment les saisir parce qu'ils sont ni bons ni mauvais, prennent des décisions qui sont assez glauques, ça aborde des sujets qui sont très problématiques. On va notamment, peut-être que je fasse un trigger warning là-dessus, mais on va aborder les agressions faites aux enfants de la part de membres de leur famille. Donc si c'est difficile pour vous, je vous le conseille pas. C'est sanglant, c'est un texte aussi que je trouve très bien fait parce qu'il y a même la question du genre qui est questionnée dans le texte. À un moment, il y a un personnage pas vraiment genré, change de corps. Voilà, au niveau de la religion, c'est plutôt bien traité. Le seul truc, c'est que j'aurais voulu que ça fasse des centaines de pages en plus parce que ça allait vite. J'avais l'impression vraiment d'avoir une nouvelle dans une histoire qui dépassait l'histoire. Et je dois dire que les créatures dans le texte sont très réussies, notamment à cause de leur originalité, mais c'est quelque chose dans les créatures qu'on retrouve déjà dans Dark Souls. La question de la religion, la façon dont ça finit, c'est une fin que je trouve digne d'un roman gothique et de dark fantasy. J'ai été très convaincue là-dessus. J'ai détesté et aimé certains personnages. Vraiment, on développe, c'est un peu comme un puzzle, on développe un peu tout ça et on a de plus en plus de peine. Et c'est aussi un récit à point de vue, c'est-à-dire qu'on a le point de vue d'un personnage, mais on apprend aussi le point de vue d'un autre, donc ça remet les cartes, ça rebat les cartes quand même sur la vision du récit. Quand je vous dis c'est très esthétique dans les décors, dans l'ambiance, je vous conseille sincèrement de vous faire une idée dessus. Il est à 21,90 €, il fait à peine 300 pages je crois, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs. Il fait 250 pages, mais je vous promets un voyage que vous n'avez sûrement jamais lu, du moins c'est très peu fréquent, c'est un univers très marqué, je veux dire vraiment on voit que ça appartient vraiment à un univers particulier et que c'est pas un univers que tu vas retrouver forcément dans ta prochaine lecture. C'est si vous avez aimé Elric, je pense que ça peut vous plaire parce que ça fait un peu gothique dans ce style-là. Si vous aimez la littérature médiévale, les styles un petit peu médiévaux comme ça va vous plaire aussi. Si vous aimez, parce qu'on reprend beaucoup de créatures très qu'on voit plus beaucoup en imaginaire parce qu'elles ont été exploitées d'une façon plutôt mignonne ou réinterprétées par le cinéma, et là on a des choses un peu plus glauques, mais je peux dire voilà, si on peut résumer, il y a des moments très très glauques dans le récit, mais c'est ce qui en fait son charme, et le glauque est mis en beauté en fait, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les personnages, il y en a certains, ils sont très beaux, et tu vois que même là, ils sont très pâle avec les yeux voilà, il y a un truc qui ressort où esthétiquement tu t'imagines quand même quelque chose de très esthétique, donc et moi je suis convaincue par ça. J'avais l'impression de voir un film et je me dis que ça serait un truc vachement bien adapté parce que voilà, c'est court, ça ferait un super film, mais je vous laisse le découvrir. Je ne suis pas la seule, je pense que Cornelius va bientôt sortir une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à voir son avis parce que il a adoré aussi, et sur ce n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ces lectures et me dire ce que vous lisez en ce moment, et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.